Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des pros de l'IMO. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui pique. Et pour cause, nous allons parler de fiscalité, plus particulièrement de fiscalité immobilière. Que l'on soit dans une position d'achat, de vente ou de location, quelle fiscalité immobilière va s'appliquer en 2023 ? Alors pour traiter ce sujet, nous avons une invitée de marque, une expert comptable. Je vous présente Sophie Exous, vous êtes expert comptable et en même temps gérante du cabinet SG Conseil. Bonjour. Bonjour, c'est Amine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, avant de vous donner la parole, je me tourne vers mon ami et camarade d'émission, Rachid Achahachi. Bonjour. Bonjour, camarade. Prêt à payer ce qu'il faut? Comme d'habitude, tout dépend des taux que l'on va entendre aujourd'hui. Ouais. Mais je m'attends au pire. Je t'attends au pire. Maroc, Oui. Mais il y a toujours des moyens. On verra. Tant qu'ils sont légaux, ça me Bon, va. Toujours légal, bien sûr. Exactement. Merci. Donc, je vous cède la parole, peut-être Sophia, mais si Rachid a une question pour démarrer. Alors, merci pour l'invitation et pour tout l'intérêt que vous portez à ce sujet qui est extrêmement important, surtout à la lumière des nouveautés, des dispositions fiscales de la loi de finances 2023, qui a retouché un certain nombre de dispositifs qui sont relatifs à la taxation des profits de cession et également des produits locatifs, notamment les loyers. Mais avant d'aborder donc la partie location et la partie vente, comme vous l'avez si bien souligné, donc il y a le volet achat. Donc il y a la première étape dans un projet immobilier. Donc à ce titre-là, donc lorsque le contrat est établi, bien sûr, il doit faire l'objet d'enregistrement. C'est l'enregistrement qui donne date certaine à l'acte dans un délai de 30 jours. Et cet enregistrement donne lieu déjà à une fiscalité. Donc, cette fiscalité est exprimée donc, par voie de droit d'enregistrement de l'acte en question. Et ces droits sont établis à des taux proportionnels sur la valeur de la transaction. Donc, ces taux sont de 5% lorsqu'il s'agit d'un terrain nu ou d'un terrain qui comporte des constructions qui sont destinées à être démolies. Donc, 5% du prix... Exactement, de la valeur de la transaction, du prix de cession. Il est de 4% lorsqu'il s'agit de transactions sur des locaux qui sont construits, qui sont destinés à usage d'habitation, à usage professionnel, à usage administratif ou donc, à des usage bureaux, commercial. Un logement. Exactement, commercial, habitation, professionnel ou autre. 4%. 4%. Droit d'enregistrement. Tout à fait, droit d'enregistrement. Alors, il est de 3% pour ce qui est de la première vente de logements sociaux et de logements à faible valeur immobilière. Donc, il ne dépasse pas 140 000 dirhams. Tout à fait. Et on peut donc devenir propriétaire de biens immobiliers par voie d'acquisition, comme on peut le devenir par voie de donation. Et ça, c'est quelque chose de pratique et de classique. Est-ce que l'héritage est intégré dans la voie de donation ? Non. Non. La donation, c'est une troisième catégorie. La donation est une cession, on va dire, à titre gratuit. Oui. Entre vifs. Bien sûr, entre vifs, Oui. entre un donataire et un donateur. Et lorsque ils sont, en général, c'est des membres de la même famille, on fait ça dans le cadre d'une transmission de patrimoine familial. Donc, quand ça se fait entre ascendants et descendants, entre époux et entre frères et sœurs, les droits d'enregistrement sont établis au taux réduit de 1,5%. D'accord. Voilà. Donc, À la charge de qui ? Dans le cas à la charge du bénéficiaire. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on est entre 1,5% et 6%, si je vous ai bien suivi. 5%. 5%. Oui, effectivement. Entre 1,5%, on a le taux de 3% pour le logement social et le logement à faible VIT. Exactement. On a 4%, c'est le taux usuel. Voilà, le taux usuel. Et 5% en ce qui concerne les terrains. Exactement. Voilà, donc ça, c'est simple. 1,5%, 3%, 4% et 5%. Donc, on a bien vu les différents taux au niveau des droits d'enregistrement. Oui. Ensuite, je pense qu'il y a les droits de conservation foncière. Absolument. Qui sont de 1,5% également du montant de la transaction. Et par la suite, bien sûr, il y a les honoraires du notaire. Alors, excusez-moi, Oui. pour les droits de conservation foncière, ils sont uniformes de 1,5% pour tout type Absolument. tout type d'actifs. Tout type d'actifs. Très bien. Et à cela vont s'ajouter les honoraires du notaire avec une TVA désormais de 20%, qui est également une nouveauté de la loi de finances 2023, puisque le taux était de 10% et il est passé à 20%. Alors, Nouveauté n'est pas forcément une bonne chose, mais... Alors, les honoraires, c'est un peu un sujet qui pique aussi. On ne sait pas très bien dans quelle fourchette ça se situe, parce que autant on a pu donner des taux de façon très claire, Oui.
les honoraires du notaire, on parle de 1%, C'est en moyenne, un peu moins, un peu en moyenne plus. 1%. En moyenne, Il faut dire 1%. une moyenne. Voilà. C'est en fait pour ceux qui nous écoutent, qui puissent faire l'addition. La simulation globale. Voilà, pour savoir un petit peu les frais de mutation. Exact. Ça englobe quoi exactement pour savoir ce qu'ils vont devoir débourser. Donc, Exactement. droit d'enregistrement, droit de conservation foncière, les honoraires du notaire, il manque quoi? Et la TVA. Il manque la TVA et il manque autre chose. Alors, si maintenant l'acquisition du bien se fait par voie d'un financement bancaire, Ce qui est il y aurait forcément donc une garantie, un nantissement du bien immeuble. Donc là, il y a un droit d'enregistrement aussi sur l'acte en question qui est de 1,5%. très bien. Alors, pour qu'on explique, quand quelqu'un achète un bien à crédit, il met le bien en hypothèque, il donne l'hypothèque de premier rang Mhm. à l'établissement qui lui a prêté de l'argent. Parce que les gens confondent beaucoup. Ils pensent que quand ils prennent un crédit, le bien ne leur appartient pas. Alors, je voudrais juste préciser ce point. Le bien est en leur nom, Oui. mais l'hypothèque est inscrite sur le titre foncier Tout à au fait. nom Exactement. de l'établissement prêteur du montant de la créance, Tout à Jusqu'à obtention de la main levée. jusqu'à remboursement c'est vrai. et obtention de la Justement, c'est les gens qui ont tendance à penser cela font la confusion avec le leasing. C'est quand on finance par leasing qu'on n'est pas Tout à fait. propriétaire, qu'on a la possibilité d'exploiter le bien sans pouvoir l'avoir à son patrimoine, à son actif, jusqu'à la levée de l'option d'achat au terme du contrat de financement. Voilà. Mais quand on finance par un crédit classique, un financement normal, donc on est propriétaire, le bien nous appartient, mais il On peut en être levé, disposer bien sûr, comme l'on veut. comme l'on On veut, peut le revendre. absolument, Bien sûr, il faut rembourser le crédit. tout à fait. On peut le louer aussi. On peut le louer, tout dépend des clauses contractuelles. Effectivement. Il y a une clause spécifique dans le contrat qui pourrait interdire Mm. ou Oui. conditionner une opération à l'autorisation préalable de l'établissement qui finance l'opération, C'est vrai. pour la banque. À ce moment-là, on doit s'aligner. C'est pour ça que c'est important de lire Après, les contrats de financement. Après, juste pour le noter, c'est que quand il y a un crédit bancaire qui a permis d'acquérir le bien, on peut vendre le bien même avant d'avoir remboursé traditionnellement le crédit, mais le crédit va être remboursé par l'argent que l'on va recevoir au Voilà. moment de la vente, et c'est le notaire qui est le garant que chacun va toucher sa part, que Effectivement, la il banque peut y va avoir un récupérer. rachat. Exactement. Tout à Donc, fait. on le vend avec justement celui qui le récupère va prendre en charge le reliquat du financement qui n'aura pas été Exact. honoré Mhm. par le premier acquéreur. D'ailleurs, le remboursement, bon, juste pour fermer cette parenthèse, il peut être partiel comme total. Si quelqu'un a emprunté, par exemple, 300 000 dirhams pour financer un bien immobilier, il peut rembourser de façon partielle 100 000 dirhams, donc réduire Mhm. son endettement, réduire peut-être même sa mensualité ou la durée du crédit, au choix, Mhm. ou bien, comme tu l'as dit, Rachid, rembourser totalement Tout à fait. et rembourser la banque. Exactement. Donc ça, c'était le côté Achat. achat. Et vous pouvez rappeler quels sont les frais d'hypothèque? 1%. 1%. Oui. La banque fait une hypothèque d'1%. Oui. Donc, si je récapitule, on est au niveau des droits d'enregistrement, entre 1,5 et 5%, dépendamment de quel bien il s'agit. Droit de conservation foncière, 1,5%. Oui. Le Frais de notaire autour de 1%. Oui. Un Oui. peu plus, un peu moins. Mhm. Ensuite, frais d'hypothèque de la banque, 1%. Mhm. Donc là, on peut faire l'addition. Tout Y à a-t-il autre chose Donc on est autour de 6-7% au Ah, total. plus. C'est énorme. Parce que si vous achetez, disons, on va aller vers un bien, Moi, je suis parti un de logement, 3, voilà. Un logement. Disons c'est 4. 4, plus 1,5 de, fait 5,5, ça fait 5,5, plus 1%, plus 1, ça fait 6,5, 6,5, ouais. plus encore 1%, ça fait 7,5. L'hypothèque, ça fait 7,5. 7,5. C'est beaucoup. Voilà. D'autant c'est plus la qu'on qui- parle de montants importants. Voilà. Quand on acquiert un bien, c'est pas 10 000 dirhams. Tout 20 à 000 dirhams. fait. Alors, Absolument. au niveau de cette loi de finances 2023, comme vous le rappeliez, Oui. il y a eu surtout des changements au niveau de la cession et de la location. Au niveau de l'achat, pratiquement aucun. Non. Aucun. Voilà. Alors maintenant, on va aborder les deux autres volets. Très bien. Alors, on va commencer par la location. Donc, comme vous le savez, la mise en location de biens immeubles permet donc de bénéficier de revenus locatifs Alors, juste ou pour de le petit- revenus fonciers. Quand on dit bien immeuble, parce que les gens pensent que c'est un immeuble, on appelle bien immeuble, c'est une maison, un appartement. Voilà. C'est C'est le plus la terme. notion juridique. Voilà, c'est la notion juridique. C'est Exactement. pour simplifier. Quand on dit immeuble, ça peut être un local, ça peut être un terrain, ça peut être un immeuble. Ouais, parce que voilà. Donc, la mise en location de ces biens génère des produits sous forme de loyer qu'on appelle des produits locatifs et qui sont fiscalement considérés comme des revenus fonciers. Donc, c'est comme cela qu'on les appelle Tout à et fait. qu'on les désigne au niveau de la législation du Code général des impôts. Donc, ces revenus locatifs, quand ils sont versés par une société
une personne morale qui relève du droit privé ou du droit public, ou quand ils sont versés par une personne physique mais qui est soumise à la retenue à l'IR sous le régime du RNR, résultat net réel ou résultat net simplifié, doivent, à partir de 2019, 2019, oui. Oui, opérer une retenue à la source sur les montants des loyers qui sont dus, sauf si le bénéficiaire, c'est-à-dire le bailleur, opte pour le paiement spontané. Donc finalement, on est passé de l'ancien régime où les loyers étaient taxés par voie déclarative. C'était le régime déclaratif. Donc où effectivement la personne physique bénéficiaire intègre ce loyer dans ses revenus fonciers avec la globalité de ses revenus. Les revenus fonciers, donc il y a les revenus agricoles, les revenus de capitaux mobiliers, les revenus salariaux le cas échéant, les revenus de sources étrangères et les revenus fonciers. Donc la consolidation de tous ces revenus permettait de faire sa déclaration annuelle au plus tard le 1er mars de chaque année. Et dans la liste, dans les feuillets, il y a un feuillet qui était relatif aux revenus fonciers. Donc je rappelle un petit peu l'historique. Dans le revenu foncier, on avait un revenu brut qui correspondait au loyer. Ce revenu brut était corrigé par donc les frais qui incombent aux locataires mais qui sont pris en charge par le propriétaire et inversement. À savoir lesquels? Par exemple, la taxe de services communaux. Oui. Qui est aujourd'hui qui était la taxe d'édilité. Normalement, c'est une taxe qui incombe aux locataires qui exploitent le local, parce que c'est une taxe communale qui relève de qui va dans la collectivité territoriale. Mais si le contrat... Elle est déductible, donc. Voilà, même si on continue à émettre cette taxe au nom du propriétaire, que le propriétaire la prend en charge, il va la corriger, il va la déduire au niveau de son revenu très brut. Important. C'est très important. Comme il peut y avoir d'autres catégories de frais qui relèvent... Excusez-moi de vous couper. Si ça n'a pas été fait, est-ce qu'on peut demander un rappel, enfin faire un recours? Dans la mesure où c'est déclaratif, donc il faut que le contribuable lui-même opère justement ce retraitement. Et si ça n'a pas été fait, si les montants sont significatifs, il peut faire une déclaration rectificative. Enfin, je veux dire là, il peut demander un crédit d'impôt parce qu'en fait, il n'a pas bénéficié justement de la déduction. Indûment, mais c'est sa faute, effectivement. C'est une omission de sa part. C'est une omission, tout à fait. C'est pour ça qu'on Est-ce qu'il a le droit de la réclamer a posteriori? Il a le droit par le biais d'une déclaration rectificative, parce que l'administration fiscale, normalement, se base sur ce qui est déclaré par le contribuable. Il peut revenir en arrière plusieurs années ou c'est juste l'année Les 4 dernières années. Les 4 dernières années. La période non prescrite. Exactement. Et quels sont les taux? Alors, je possède un local, je le loue à une entreprise, elle va pratiquer la retenue à la source. Oui. Alors, sur la base de quel taux? Alors, la retenue à la source telle qu'elle a été instituée à partir de 2019, donc elle est au taux de 10% quand le revenu foncier ne dépasse pas 120 000 dirhams. Annuellement. Oui. Donc ça fait 10 000 dirhams. De 15%, effectivement, quand ce revenu foncier est supérieur ou égal à 120 000 dirhams par an. D'accord. Mais est-ce que la base du calcul, c'est-à-dire de 120 000 dirhams, qui fait 10 000 dirhams par mois, est-ce qu'on en déduit d'abord les taxes communales avant d'appliquer? C'est le revenu net catégoriel. Donc en réalité, on peut payer 125 000, mais du point de vue de la taxe, on va calculer sur la base de 119 000, 119 000 moins, le net. Parce qu'on paye sur la base du revenu net catégoriel. Donc on a migré en 2019 d'un système déclaratif vers un système de retenue à la source. Donc, qui a été mis en place, comme je disais, avec la possibilité de maintenir l'ancien système si le bailleur en faisait l'option. Mais en 2023, donc c'est là où il y a une nouveauté, on a continué en fait sur ce régime, on a essayé de faire un mix. D'arriver à un système qui est hybride entre le premier et le deuxième, c'est-à-dire on reste sur la retenue à la source. Ensuite, on donne la possibilité, donc cette retenue à la source n'est pas libératoire, c'est-à-dire qu'elle n'affranchit pas de déclaration. Le bénéficiaire doit opérer annuellement une nouvelle déclaration de son revenu foncier. Il bénéficie de l'abattement de 40% qui a été abrogé quand on a mis en place en 2019 la retenue à la source. Et il redéclare le taux et puis à la fin, donc il va déduire le montant de l'impôt sur la base de l'attestation qui lui est remise par le locataire
qui a fait donc la retenue à la source et qu'il a versé spontanément à l'administration fiscale par voie de Mais on télédéclaration. peut dire que la tendance à long terme, c'est d'aller vers uniquement la retenue à la source. Enfin, c'est un peu l'impression que... Absolument. C'est la tendance, c'est ce qui en ressort quand on lit toutes les dispositions fiscales, surtout de cette loi de finances. Donc, essentiellement, c'est le système de retenue à la source parce qu'il permet de collecter en amont. Il a l'avantage aussi d'impliquer un autre professionnel. Donc, c'est aussi un moyen, on va dire, effectivement, de créer une solidarité et de créer c'est essentiellement ça, une solidarité dans la collecte de l'impôt. Et quand on place la charge de la collecte entre les mains d'un contribuable qui est le locataire, donc on l'implique aussi dans ce c'est également une manière, processus. on peut le voir positivement comme ça, mais c'est également une manière de sous-traiter le travail de l'État à des entreprises dont c'est pas le métier. On peut le voir comme ça aussi. On peut le voir comme ça, mais on va pas le voir trop comme ça. Voilà, donc la tendance aujourd'hui, effectivement, est de collecter en amont, de pouvoir renflouer, on va dire, les caisses de l'État. C'est un peu l'objet de la taxation. Et puis, aussi, comme je disais, d'impliquer un autre professionnel qui est dans le radar, qui est connu par l'administration, qui est identifié et dans les comptes duquel on peut faire des recoupements pour vérifier que l'impôt a été dûment collecté, parce qu'on a constaté effectivement qu'il y avait des dissimulations ou carrément des omissions de déclaration de revenus locatifs. C'est ce qui a généré, parce que derrière chaque disposition fiscale, il y a un contexte et il y a des arguments qui sont forts que l'administration retient pour corriger le mode de taxation et de collecte de l'impôt. J'ai juste une petite précision, si vous voulez bien. Quand on m'a parlé de taxation sur le revenu net pour un propriétaire, il est taxé sur un revenu net, c'est-à-dire déduit de ce que vous avez appelé des charges communales. Est-ce qu'il y a d'autres charges qu'il peut, par exemple, des travaux qu'il a effectués, est-ce qu'il peut les déduire également? Est-ce que c'est plafonné? Est-ce qu'il peut déduire finalement des travaux de réfection, des travaux de... Alors, c'est pas plafonné. Toutes les charges qui incombent au locataire qu'il prend en charge, il peut les déduire. Et toutes les charges qui lui incombent et qui sont prises en charge par le locataire, il doit les rajouter. Par exemple, les gros travaux de grosses réparations, etc., elles incombent au propriétaire. Si elles sont faites par le locataire, il faut qu'il les rajoute dans son revenu brut. Donc, il y a un retraitement, effectivement, pour corriger, pour que chacun, normalement, que le revenu reflète le revenu ce qu'on a vraiment perçu. Exactement. Le vrai revenu. Le revenu... C'est un élément très important parce qu'effectivement, vous avez des propriétaires qui rechignent des fois à faire des travaux et ils laissent des biens qui vont tomber comme ça en ruine. Tout à fait. Parce que, soi-disant, ils ont des loyers qui ne correspondent pas, etc. Exact. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils peuvent faire des travaux et les déduire. Et ça, c'est très, très important parce que ça peut quand même libérer Tout à fait. qu'aujourd'hui, vous avez cette contrainte. Tout à fait. Et c'est d'autant plus important quand c'est prévu dans le contrat. Le contrat de bail ne doit pas être un contrat, on va dire, standard, selon l'imprimé ou selon des modèles qui existent. Mais on devrait s'asseoir autour d'une table avant de signer le contrat de bail pour clairement préciser les obligations et les droits de chacun. Ce que chacun peut engager comme dépense dans l'intérêt du contrat, puisqu'il y a des intérêts réciproques, et puis stipuler en amont comment ces montants vont être traités. Même au niveau du revenu locatif, des fois, il y a des malentendus entre le brut et le net. On a stipulé 100. Est-ce que c'est du 100 avant impôt ou après impôt? Donc, le contrat doit être vraiment bien verrouillé, bien ficelé, pour prévoir des dispositions fiscales. Et ça, généralement, c'est pas le cas. Et ce genre de contrat, on a tout intérêt à se faire accompagner d'experts. Absolument. Parce que on ne peut pas tout connaître. Le profane, d'ailleurs, on peut faire vraiment des économies très importantes annuellement. Absolument. Justement, en déduisant ce qu'il faut déduire, en récupérant ce qu'il y a à récupérer. Et là, c'est des stratégies fiscales. Absolument. Élaborées, stratégies patrimoniales et fiscales. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui des professionnels du bail, de la location, en fait, qui s'entourent des professionnels du chiffre. Du chiffre, voilà, qui justement font cette lecture bien en amont pour prévenir, pour faire de la prévention, prévenir de telles situations qui peuvent être source de litige. Le fameux terme que tout le monde affectionne, c'est l'optimisation fiscale. C'est de l'optimisation et c'est aussi une manière d'anticiper, pour qu'il n'y ait pas de litige ou de malentendu ou de conflit pendant la durée du contrat ou à la fin du contrat.
à l'expiration du contrat. Alors, si on a fini avec ce volet de la location, juste, je voudrais avoir votre avis parce que ça a été un peu critiqué. Le fait d'être revenu à une forme hybride entre l'abattement de 40% et le maintien depuis 2019 de cette tranche de 10% et 15%, dépendamment de 120 000 ou plus. Est-ce que pour vous, ça constitue une pression fiscale supplémentaire ? Pour moi, ça représente une correction par l'administration de la manière d'assurer une meilleure collecte de l'impôt. Je parle moi pour parce que quand on a aboli l'abattement, donc en fait, c'est comme si on avait renchéri le coût du fiscal du loyer. Oui. Donc on est revenu justement, donc ça a été on va dire, ça a dissuadé quelques professionnels qui ne voulaient plus déclarer. Alors que c'est pas le but. Le but, c'est de déclarer la vraie valeur, effectivement. Donc, on est revenu vers ce système classique qui a existé depuis que l'impôt sur le revenu est là. Et on a mixé entre les deux pour mettre en place justement un mode hybride. Donc, selon lequel on va redéclarer. Donc, finalement, le bénéficiaire va refaire sa déclaration lui-même de manière spontanée, bien que il a déjà fait l'objet d'une retenue à la source. Alors, justement, à ce niveau-là, quand il fait sa déclaration, il se peut qu'il ait versé en trop. Absolument. Donc, j'aimerais que vous reveniez sur ce point. Donc, s'il y a un trop versé, normalement, il fait l'objet de restitution avant la fin de l'année de la déclaration. À l'initiative de qui la démarche est enclenchée pour la restitution ? Le fait qu'il y ait un crédit d'impôt, donne automatiquement droit à la restitution. Alors, est-ce qu'il donne à la restitution, c'est-à-dire monnaie sonnante et trébuchante, ou bien, ok, cet argent va servir pour le prochain exercice, non, et on va pas vous le... Non, c'est pas imputable sur le prochain exercice. C'est pas imputable, donc en on va principe, vraiment... Quand il y a un crédit, il faut qu'il soit restitué au contribuable. Non, mais ce que je veux dire, ma question, c'est que est-ce que le fisc, après s'être rendu compte que trop a été donné, décide lui-même de contacter la personne pour lui rendre, ou est-ce que c'est vous qui devez vous en rendre compte et aller... Là, j'ai un petit doute. Alors, c'est dommage, ça aurait été bien. C'est un droit à restitution. Voilà, donc il faut l'invoquer. Donc c'est un droit chez l'un, c'est une obligation chez l'autre partie, mais dans la pratique, je pense qu'il faut se manifester, effectivement, et faire valoir ce droit. Et là, vous avez 4 ans, là encore, pour le réclamer le droit, ou est-ce que c'est limité à une période plus courte ? Je pense exercice par exercice. Alors, on peut le faire au-delà des 4 ans, sauf que au niveau pratique, au niveau d'administration fiscale, c'est difficile de lever la prescription quand on revient sur des choses qui remontent à plus de 4 ans. D'accord. C'est pour ça qu'il faut être vraiment bienveillant et le faire quasiment en temps réel. D'accord. Donc, en résumé, ceux qui ont trop versé peuvent faire la demande de restitution à l'administration. À gage pour l'administration de rendre cette somme avant l'exercice, la fin de l'exercice, donc l'année en cours. Exact. Souhaitons juste que ça soit fait avec célérité et pas que ça prenne des mois et des mois parce que bon, c'est... Alors, en principe, la digitalisation et le recours aux outils informatiques devraient contribuer justement à la facilitation de ce système-là, de traitement de la taxe en général et en particulier de celui-là. Très bien. De toute façon, comme là, c'est la première année, on va tester ça parce que c'est qu'à partir de 2023. Donc, quand la déclaration se fera en 2024, ça sera pour les revenus 2023. On saura de façon précise et à ce moment-là, on reviendra probablement pour faire un nouveau débat. Et voir un petit peu dans la pratique comment les choses évoluent. C'est sûr. Donc ça, c'était l'aspect locatif. Maintenant, l'aspect le plus, peut-être, où il y a le plus de changements. Exact. C'est la cession. La cession. Vendre. Alors, vendre un bien immobilier aussi, donc génère cette fois-ci un profit foncier et non pas un revenu. Ou pas. Puisqu'il s'agit d'une plus-value taxable quand elle est réalisée effectivement. On peut vendre à perte, on peut vendre à la valeur d'acquisition. Oui. C'est considéré comme une valeur à perte. Alors, c'est des cas extrêmes qui peuvent exister, mais c'est les gens qui vendent à perte. Oui. Ah, c'est pas si extrême que ça. Depuis le Covid, notamment. Les gens vendent Brad. Je parle dans un contexte normal. Dans un contexte normal. Dans un contexte normal. Dans un monde parfait. On essaie de dégager une plus-value sur la détention de l'actif. Maintenant, donc, quand il y a une plus-value qui est taxable, donc elle est soumise, comme on parle de bénéficiaires personnes physiques,
Donc, elle est soumise à ce qu'on appelait anciennement la TPI, la Oui. taxe sur les profits Maintenant, c'est immobiliers, l'IRPI. qui a été intégrée à droit constant au niveau de l'impôt sur le revenu dans le Code général des impôts. Mais on continue toujours à parler de ex-TPI dans le jargon. Ex-TPI, exactement. Voilà, ex-TPI. Donc, cette taxe est établie au taux de 20% du montant de la plus-value nette. Quand on dit plus-value nette, c'est le prix de cession, moins le prix d'acquisition, qui sont tous les deux retraités. Donc, le prix d'acquisition fait l'objet de réévaluation à travers les coefficients de réévaluation qui sont publiés annuellement par arrêté du ministre des Finances. Donc si aujourd'hui je vends un bien que j'ai acquis en 1980, je ne vais pas retenir le prix d'acquisition parce que le marché est... il y a un taux officiel qui sort dans le bulletin officiel d'ailleurs. C'est un arrêté qu'il faut appliquer. Exactement. Donc, on l'applique pour actualiser. On rajoute aussi ce qu'on appelle les dépenses d'investissement. Donc, toutes les dépenses qu'on a engagées pour l'acquisition de ce bien. Alors, investissement, c'est pas embellissement. Non. Par exemple, si vous voulez mettre un pot papier peint, etc., et vous voulez les récupérer. Non, ça non. Par contre, des dépenses d'investissement qui touchent à la structure du bien, à la sécurité du bien, etc. Oui, des consolidations, ça c'est possible de récupérer. C'est possible de les rajouter et il faut qu'ils soient justifiés. S'ils ne sont pas justifiés par des factures probantes, on a le droit de considérer ces dépenses à hauteur de 15% maximum du prix d'acquisition. Forfaitaire. Donc, soit on les justifie, mais si on ne peut pas, on les collecte de manière forfaitaire à hauteur de 15%. Une facture probante, c'est facture avec TVA, patente, ICE, CNSS. Voilà. C'est-à-dire tout à fait. Et déclaré de l'autre côté. En bonne et due forme. Délivré par un professionnel qui est soumis effectivement aux impôts et taxes avec tous les numéros d'identification, etc. Ce qui est des fois compliqué à trouver. Absolument. C'est pas toujours évident. Mais il faut les trouver. Il faut les trouver justement. Et ça coûte cher. Vous voyez que le bénéfice que ça procure, c'est-à-dire qu'on a le droit de déduire tout cela de son prix de cession, même quand ça dépasse 15%. Donc finalement, nous n'avons pas une fiscalité qui est assommoire. Quand on va vraiment dans le détail, parce qu'il y a des choses qui sont permises, d'autres non, évidemment, sinon ça serait possible. Mais ce qui est permis, c'est-à-dire quelqu'un qui a des factures en bonne et due forme peut vraiment déduire, et c'est la même chose pour les revenus locatifs. Donc, exactement. Je veux dire, dans un cadre formel. Dans un cadre formel, si on suit les choses dans les règles, il y a moyen de... c'est un peu ça le but. Après, il y a le réel. Déjà, la fiscalité, effectivement, elle donne un ensemble de droits qu'on voit dans le détail. Mais quand on est dans une petite ville et qu'on veut retaper la maison, etc., où est-ce qu'on va trouver une entreprise déclarée qui va faire le plâtre, qui va faire l'aluminium, qui va faire... Alors, à Casa, on peut trouver, à Rabat, on peut trouver, mais dans des villes éloignées, c'est un peu compliqué. On trouve plutôt le Benaya, on trouve un peu des... C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, c'est quand même rarissime de ne pas trouver une entreprise, même dans un petit village, qui n'a pas pignon sur rue, qui Après, c'est ce que le pouvoir d'achat permet de recourir à cette entreprise qui coûte des fois beaucoup plus cher que les artisans locaux. Il y a aussi ça, c'est vrai, les gens ne veulent pas payer la TVA, ils veulent éviter la facture pour justement minorer les frais, mais en minorant les frais, finalement, ils ne récupèrent plus de l'autre côté ce qui est récupérable. Donc, c'est un choix à faire. Il y a une logique quand même qu'on retrouve à ce niveau-là, et il faut être conscient justement de ces droits et dès le départ pour pouvoir s'en prévaloir par la suite. Donc, pour revenir justement à la plus-value, donc la plus-value est soumise au taux de 20%. Oui. Et puis, il y a une sorte de cotisation minimale, qui est un minima de 3% du prix de cession, qu'on calcule également. Donc, s'il s'avère plus élevé que les 20% sur le prix de cession, donc l'IR, ex-TPI, va être établi au taux de 3% du prix de cession. Oui. Au cas où notre prix d'acquisition est faible, au cas où nos dépenses d'investissement sont élevées ou autres, on va payer quand même un minima de 3%. Donc, quelqu'un qui vend à perte, comme on a dit tout à l'heure, il paiera au minimum 3%. Exactement, du prix de cession. Du prix de cession global. Exactement. Puisqu'il n'y a pas de bénéfice. Exactement. Très bien. Alors, dans la pratique aussi, donc, on constatait justement plusieurs contentieux, plusieurs vérifications qui se faisaient a posteriori, justement, de la réalisation des transactions et du paiement de l'impôt par le bénéficiaire. Dans le cadre du délai de prescription, il est classique qu'on soit redressé, que la valeur, notamment du prix de cession, soit révisée, de telle sorte à générer un complément d'impôt à payer. Donc, ce sont des contrôles qui se font a posteriori, qui sont extrêmement pénalisants, notamment pour celui qui a réalisé la cession, qui a payé son impôt, qui peut-être a réinvesti ses sommes ailleurs, etc. Donc, c'est pour cela qu'en 2023, on a voulu introduire un dispositif qui est celui de la demande d'avis préalable à l'administration fiscale. Donc ça, c'est depuis cette année. Depuis cette année. Et ça ne rentre en vigueur que à partir
du 1er juillet 2023. Ça veut dire que إلا بغيت نبيع يمكن لي نمشي نتشاور مع الإدارة ديال الضرائب. Absolument. غادي نتشاور مع الإدارة. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais établir d'abord mon compromis de vente. Dès qu'il y a rencontre entre acquéreur et cédant potentiel, donc on se met d'accord sur les conditions, notamment sur le prix, on formalise un compromis de vente. Alors la nouveauté justement dans la loi de finances 2023, c'est la possibilité, je dis bien la possibilité, c'est pas une obligation, de demander l'avis préalable à l'administration fiscale. Comme c'est un avis préalable, donc c'est avant la conclusion du contrat de vente définitif. En général, avant la conclusion du contrat de vente définitif, on formalise un compromis pour justement formaliser les engagements réciproques de l'acquéreur et du cédant. Et on se met d'accord sur le prix de vente de la transaction. Alors, à partir du compromis de vente, de la date du compromis de vente, désormais, on a la possibilité, donc si on s'inscrit dans cette perspective de demande d'avis préalable, de demander dans un délai de 30 jours l'avis de l'administration fiscale par voie électronique sur le prix de cession qui a été négocié, qui est objet de ce compromis. Par la suite, l'administration fiscale aura un délai de 60 jours maximum pour répondre. Donc, dans le cadre de ce délai, bien sûr, on doit attendre. Voilà. Donc, c'est parmi effectivement les choses qui ont fait réagir. Pour éviter un redressement ultérieur, ça. Et voilà, exactement. Donc, quand l'administration va émettre son avis, il sera soit favorable au prix qui a été annoncé dans le compromis de vente, auquel cas on continue la transaction et on aura subi un contrôle a priori, plutôt que de rester suspendu à un contrôle a posteriori qui peut arriver à un moment ou à un autre dans le cadre de la prescription. En fait, cette notion de rescrit fiscal, c'est en fait pour apaiser un petit peu la relation entre contribuables et administration, c'est ça. Apaiser, parce que c'est devenu contrôles. systématique. Vous vendez, on vous redresse. Exactement. Quel que soit le prix de cession, l'administration ne veut rien savoir. En fait, c'est avantageux pour toutes les parties, pour l'administration, donc ça permet déjà de se prononcer et de clore un dossier. Plus ou moins, parce que quand vous demandez l'avis des impôts et qu'il vous dit que le prix auquel vous voulez vendre n'est pas conforme, soit vous dites OK, vous payez même si ce prix, c'est le prix réel, parce que vous voulez éviter, parce que d'abord, ça prend 60 jours, ce qui est beaucoup. Tout à fait, exact. 60 jours d'attente, et que vous ne voulez pas perdre la vente. Soit, si vous n'êtes pas d'accord, ben là, vous allez vous engager dans un autre processus et peut-être que vous allez en parler. Voilà. Alors, si on est d'accord, on continue. On aura subi un contrôle a priori et on est dispensé de tout contrôle fiscal, naturellement. Parce que vous l'avez déjà subi. On l'a déjà subi, effectivement. Si on n'est pas d'accord, ou si on n'a pas souscrit à la demande d'avis préalable, à ce moment-là, on va appliquer les valeurs conventionnelles et on va... Les valeurs qui sont sur le contrat. Qui sont sur le contrat. C'est-à-dire, je fonce. Exactement. Bien, je fonce, mais je reste soumis à l'ancienne procédure. Mais quand la réponse est défavorable, est-ce que l'État, les impôts vous disent je ne suis pas d'accord avec ce tarif-là parce que je considère, voici le tarif qui vous permettra d'anticiper votre futur redressement. Exactement. Donc, ils vous disent je ne suis pas d'accord et vous pouvez continuer, mais vous devez payer un montant qui est de la différence entre l'impôt déclaré et 5% du prix de cession. D'accord. D'accord. Donc c'est un de façon pratique. En chiffres. 1 million de dirhams. Un petit peu. Alors, supposons que j'ai une plus-value de 100 000. Oui. Pour faire simple. Donc j'ai 100 000 dirhams de plus-value. J'ai un IR à payer de 20%. Donc 20 000 dirhams. Exactement. Le redressement, en fait, on me dit votre plus-value normalement est de 200 000. 200 000. Donc, j'ai un impôt à payer théorique de 40 000. Selon les... Alors, cette notion de rescrit fiscal, effectivement, elle est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2023, mais elle entre en application que le 1er juillet 2023. Est-ce que vous pourriez nous donner un cas, nous illustrer un cas de façon concrète ? Très bien. Alors effectivement, elle rentre en vigueur pour les transactions effectuées à partir du 1er janvier 2023, donc la signature de l'acte de cession. Alors, on peut donner un exemple. Supposons qu'on est sur une transaction et qu'on s'est mis d'accord sur un prix de cession de 1 million de dirhams. Oui, alors. Et que le prix d'acquisition, après actualisation, etc., pour faire simple, il est autour de 800 000 dirhams. Donc on a une plus-value, une plus-value nette de 200 000 dirhams. Donc d'abord, sur cette plus-value, on va calculer
l'impôt sur le revenu, l'ex-TPI, au taux de 20%, donc ce qui donne 40 000 dirhams, donc 20% de 200 000. Oui. Et à côté, on paye la cotisation minimale de la TPI, donc 3% du prix de cession, donc 3% de 1 million de dirhams, ce qui fait 30 000 dirhams. Oui. Le montant de l'IR étant plus élevé que le montant de la cotisation minimale, c'est le montant de l'IR qui sera dû à la somme de 40 000 dirhams. Donc, c'est le montant de l'impôt qui est déclaré par le contribuable suite aux accords avec le propriétaire et sur le compromis de vente. Ça, c'est l'impôt théorique. Oui. Maintenant, quand on s'inscrit dans une démarche de demande d'avis préalable et que l'administration nous répond, soit on va s'aligner sur donc effectivement les valeurs de l'administration, soit si on ne s'aligne pas, on va devoir s'acquitter tout de suite d'une somme qui est de la différence entre le montant déclaré, c'est-à-dire les 40 000 dirhams qu'on a calculés. Alors les 40 000 dirhams que nous avons calculés, qui découlent de nos calculs, de nos valeurs, exactement. Donc 40 000 dirhams de bénéfices. Tout à fait, et 5% du prix de cession. Alors, vous avez dit 1 million de dirhams, 5%, c'est 50 000 dirhams. 50 000 dirhams. Donc, on va payer le différentiel, c'est-à-dire entre 50 000 et 40 000 dirhams. Donc, c'est un montant qui doit être acquitté auprès de l'administration fiscale comme une sorte de provision en attendant justement que le contrôle ou les vérifications arrivent à leur terme. Et à ce moment-là, si on a trop payé, là aussi, on va bénéficier du crédit d'impôt. Donc, si j'ai bien compris, c'est un paiement en deux temps. Je vais régler les 40 000 dirhams qui correspondent aux bénéfices que j'ai déclarés. Et je vais payer les 10 000 dirhams qui correspondent à la différence entre le prix cession globale et les 40 000 dirhams que j'ai payés. Et ces 10 000 dirhams... 5% du prix de cession. 5% du prix de cession. Non, d'accord, parce que vous avez... J'ai dit 3%. Non, on n'avait pas dit taux. 5%, voilà, 5%. Donc, ces 10 000 dirhams vont faire l'objet d'un autre paiement. Exactement. Au receveur des impôts. Au receveur des impôts. Et on attendra la clôture de la vérification de l'administration qui va donc s'inscrire dans le cadre de la démarche ancienne de contrôle a posteriori. C'est ça. C'est-à-dire on s'engage soit dans une forme de transaction avec les impôts, soit on va vers la commission, etc., les différentes commissions locales, nationales, régionales, nationales. Mais on ne peut pas faire de rétropédalage, c'est-à-dire parce qu'une fois qu'on a enclenché le mécanisme, il faudra payer 40 000 prévus par le prix en fonction du prix, plus 10 000 dirhams de provision. D'accord. Mais si je dis non, merci, j'aimerais revenir en 40 000 et contrôlez-moi après, j'ai pas envie de donner 10 000 dirhams de plus en provision. On est pris dans l'engrenage, c'est bon, une fois qu'on a enclenché, il faut... Non, c'est plus possible. Donc, il ne fallait pas, dès le départ, enclencher le mécanisme et me payer que 40 000 et puis après, on verra pour le redressement. Même si on ne demande pas l'avis, justement, on est dans la même situation. Donc, on paye, exactement. On paye tout de même les 10 000 dirhams dans l'exemple que l'on a pris. Exactement, tout à fait. D'accord. Très bien. Donc, ça, c'était en ce qui concerne la cession. Y a-t-il autre chose qui a évolué? Alors, il y a une autre modification au niveau des taux. Donc, l'ex-TPI, donc l'IR, il était de 30% pour les premières cessions de terrain qui rentrent pour la première fois, donc justement dans le périmètre urbain. Et il a été ramené à 20% pour l'aligner, les impôts qui baissent. Voilà, pour l'aligner sur les autres, sur le taux d'impôt qui est applicable à toutes les cessions on est passé de 30 à 20, c'est le Pérou. Oui. Et alors, il y a une autre modification pour le logement principal. Oui. Donc, ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Vous savez qu'il fallait justifier d'une durée de détention d'un bien au titre d'habitation principale pour pouvoir bénéficier d'exonération. Donc, on est passé de 8 ans à 6 ans. Maintenant, on passe de 6 ans à 5 ans. Et on a aussi apporté, donc c'est un des avantages aussi de cette loi de finances, c'est pas une nouvelle mesure, mais c'est plutôt une clarification qui a toute son importance par rapport à la notion d'habitation principale. Parce que tout le monde pouvait prétendre que ce bien était affecté à usage d'habitation, donc il pouvait prétendre à l'exonération, et c'est difficile des fois de le justifier, surtout dans des cas particuliers. Donc on est venu clarifier dans la note circulaire de l'administration, ce qu'on entendait réellement par habitation principale. Donc, pour une personne physique qui a un seul bien qui est affecté au titre de logement, donc c'est clair, il n'y a pas de problème. Pour quelqu'un qui a comme Rachid 7-8 résidences dans différentes villes, dans le monde. Exactement. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Paris, Londres, New York, j'ai conclu. Donc, on a également apporté la clarification pour les MRE.
Ça aussi, c'est un point qui est important parce Oui. qu'on n'arrête pas d'encourager les MRE à investir au Maroc, notamment dans l'immobilier. Donc, ces MRE, par définition, ne sont pas résidents au Maroc, ils sont marocains résidents à l'étranger. Donc, ils ne peuvent pas justifier d'avoir ou de profiter de ces biens au titre d'habitation principale. En général, ils les mettent gratuitement à la disposition de leur Famille, de conjoint, proches. de leur ascendant ou de leurs descendants. Donc, au moment de la cession de ces biens, Ou bien ils les louent, ils sont aujourd'hui dans les tribunaux pour récupérer. exactement, Oui. exactement. Donc, C'est un autre problème, ça. Oui, ça c'est un autre souci. Donc, on considère qu'ils bénéficient également de l'exonération au titre de ces cessions-là. En Je fait- crois que je vais devenir MRE. Oui, tu peux devenir RME. Il faut qu'on devienne MRE au Maroc. Tout à fait. En fait, la résidence, en fait, la fleur que leur a fait l'administration fiscale, c'est que la résidence secondaire qui est au Maroc a le statut d'une résidence principale. Tout à fait. Oui. Tout Et à donc, ils bénéficient des mêmes droits que les Marocains du Maroc qui habitent au Exactement. Maroc. Mais après, ça Exactement. doit être habité par un proche, Ou non. descendant, ascendant. Non, C'est- c'est les vides et fermées. C'est-à-dire que le fait même d'y venir l'été, de temps en temps. de temps en temps, c'est considéré Exactement. comme une résidence D'accord, principale d'accord. au Maroc d'un point de vue fiscal. Tant que Ça, c'est c'est une pas bonne chose. loué ou affecté à une activité, donc ça Rentable, confère- voilà, tant que c'est pas exactement. rentable. Tout à fait. Exactement. Il y a un point, bon, là, c'est important aussi de souligner parce que les gens se trompent, ils pensent que un bien qui est loué ne bénéficie plus de l'exonération et donc au niveau de la résidence principale parce que ce n'est plus un bien qui a été alloué à la résidence principale, mais un bien qui a été loué. S'il est loué, il ne bénéficie plus de Exactement. l'avantage. C'est le cas, C'est très effectivement. important. Dès lors qu'il est loué ou affecté à une activité, il ne bénéficie plus de l'avantage. Voilà, Donc parce ça que a les été gens clarifié. pensent qu'en le louant, ils peuvent également bénéficier, quand ils voudront le Non, revendre, non. de leur résidence En fait, principale. le seul moyen, c'est de le faire dans l'illégalité, c'est-à-dire en ne déclarant pas le bail de location, ce que beaucoup malheureusement font, où il n'y a pas de contrat, c'est qu'il qu'il faut ne pas faut faire. jamais faire Qu'il faut parce jamais que c'est faire. très grave, ça peut Mhm. exposer à des risques très Tout à fait, importants. tout à fait. Tout à fait. Et c'est justement pour mettre fin à ces divergences d'interprétation qu'on a voulu clarifier cela dans la note circulaire de la loi de finances 2023. Donc, la détention de l'habitation principale est passée de 6 ans à 5 ans. Mhm. Il subsiste également un droit préférentiel en ce qui concerne le logement social et qui est celui de 4 ans de Absolument, détention. absolument. La cession du logement social qui est détenue pendant au moins 4 ans est également exonérée de l'impôt sur le revenu. Voilà, Donc, donc les ça 5 ans n'a pour pas les logements changé. classiques Et sont de pour 4 le- ans pour les logements sociaux. Alors, il y avait un dispositif, mais je pense qu'il n'a plus cours. C'est celui de lorsque vous vendez jusqu'à hauteur de 4 millions de dirhams, vous pouvez, si vous réinvestissez dans l'année, Oui. être exonéré. Ça n'a plus C'est lieu. l'article 63, donc On l'oublie. l'article 63 qui a été abrogé effectivement dans la loi de finances 2023. Donc Très on bien. l'oublie. La seule condition maintenant, c'est la détention pendant 5 ans. Donc, D'accord. très bien, 5 ans ou 4 ans si c'est le logement social. Exactement. Ça peut également encore continuer à baisser. De toute façon, tout Oui. ça, c'est des mesures pour Oui. redynamiser le Exactement. secteur, pour permettre aux gens de vendre et de racheter. Oui, pas uniquement, parce qu'il y a également une mobilité géographique de plus en plus forte, due au travail, aux nouveaux métiers, etc. Et donc, quelqu'un qui a une maison, je sais pas, à Kenitra, et qui désormais a un contrat pour travailler à Tanger, bah, forcément, il va vouloir vendre, et bah, il va pas attendre 5 ans pour vendre et louer en attendant. Ça fait l'affaire de tout le monde. Donc, même plus la durée sera courte, enfin, après, ça ne doit pas devenir spéculatif. C'est-à-dire, une durée de 6 mois, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire, là, c'est du business et de la C'est très spéculation. important ce que Mais tu un dis. an et demi, 2 ans, à la limite, ça serait optimal. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas bénéficier d'une exonération, Oui. de plus d'une exonération pendant 5 ans. Ouais, sinon, on en Donc, fait un sinon, on commerce. va Ça commencer à devient faire de un la business. spéculation. Tout à fait. Exactement. tout à Voilà. fait. Bah, écoutez, sur ces conseils très précieux, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, Oui. je vous remercie infiniment, Sophie Exous. Merci. à Et vous. j'insiste Merci. sur le fait que c'est une discipline complexe, la fiscalité, et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner d'experts parce que On peut il y a se perdre, largement on à peut se perdre gagner. dans les calculs, mal interpréter une formule. Voilà, la loi, etc. Exactement. Il faut faire appel aux gens de l'art. Absolument. Donc, on se réfère, nous, au texte, on se réfère aux dispositions donc des commentaires de l'administration à travers les notes circulaires et des fois même on puis, a des approches directes, on contacte les personnes d'administration fiscale qui sont des partenaires et qui Pour sont pouvoir avoir en mesure de nous aider à mieux comprendre et à C'est mieux ça. interpréter Donc, les votre dispositions. expérience et votre expertise. Effectivement, tout à fait. Merci Merci beaucoup, infiniment. Sophie Exo. Je rappelle que Merci vous à êtes vous. expert comptable et vous êtes à la tête du cabinet SG Conseil. Merci beaucoup Merci à vous. de votre prestation. Et je remercie également mon ami Rachid Achachi qui m'accompagne Toujours chaque heureux semaine. d'être là. Voilà, c'est un plaisir partagé. Et je vous dis, mesdames et messieurs, un prochain numéro. Merci, les pros de l'IMO, c'est terminé.